Madame, monsieur, prêt à changer de vie? Alors c'est parti pour un tour du monde qui dépote. Franchement, qui n'a jamais rêvé de tout plaquer pour repartir à zéro? Si certains Français y pensent, d'autres ont franchi le pas et nous les avons rencontrés. Pourquoi ont-ils quitté leur pays d'origine? Quelles ont été leurs motivations? Et comment ont-ils vécu ce changement radical? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Et pour ce changement à 360 degrés, attention, petite cascade, nous avons fait appel à 4 électrons libres. Arnaud Miguet a fait le déplacement en Australie, Nicolas Bertrand s'est rendu au Népal, Sylvain Lepetit, notre correspondant au Liban, et enfin Fanny Lothaire, qui nous donne rendez-vous au Brésil. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Allez, pour la première escale, on va prendre le large en Australie. Bonjour, cher Arnaud. Une vague bleu-blanc-rouge est en train de déferler sur le pays. Pourquoi ce bout du monde fascine autant les Français? Il faut quand même les faire, les 23 heures de vol, Arnaud. Oui, bonjour Damien, vous avez raison, c'est la grande aventure. 17 000 km de Paris. Alors imaginez quand on vient de Chaumont, de Perpignan ou d'ailleurs, ça fait beaucoup, 23 heures de vol pour le monde du bout du monde. Mais c'est un pays qui attire, c'est un pays jeune, 300 jours de soleil par an. Les températures en ce moment, c'est tout à fait clément. On est loin de la canicule française ou chinoise. Il fait 18 degrés à Sydney, c'est l'hiver austral. Et puis pour la carte postale, des paysages époustouflants de la grande barrière de corail au nord-est en passant par le bush, le désert, ou les plages de surf de Sydney. Sydney, justement, où nous sommes allés avec Justine Jankowski, Grégory Pless et Alix Ponsard à la rencontre de ces Français de plus en plus nombreux en Australie qui ont tout plaqué pour rejoindre et pour rester au pays des kangourous. Regardez, on se retrouve après. À Sydney, ils sont déjà sur les planches. En petite foulée, sur le sable ou le pavé, dehors ou en salle. Ici, le sport est roi. J'en fais 6 fois par semaine. Moi, je me lève à 6h30 avec le soleil chaque matin pour marcher 5 km. Le sport ici, c'est vraiment une religion. Un Eldorado du sport à 17 000 km de la France, qui a attiré Basilio, 30 ans. Le Français est installé ici depuis 2 ans. Professeur de sport, il donne des cours de boxe dans cette salle et jusqu'à 10 cours privés par jour. C'est pas facile. C'est dans la tête et dans la coordination. Basilio est enthousiaste. Il est vraiment différent. Aujourd'hui, ses cours collectifs affichent complet et lui rapportent environ 3 000 € par mois. Dès son arrivée, le pays lui a donné sa chance. Je suis arrivé, j'ai parlé avec le patron. Après de 5 minutes, il m'a dit « je te prends ». Ça n'aurait pas été aussi facile en France parce qu'il y a de très très bons coachs sportifs en France aussi, mais il y a moins de demandes. L'Australie, une terre d'opportunités qui attire chaque année toujours plus de Français. Actuellement, ils sont 70 000, l'équivalent d'une ville comme Ajaccio, moyenne d'âge 36 ans. Pour eux, le 6e continent est toujours une promesse de succès. Quand on parle d'Australie, c'est un pays qui fait rêver. Déjà, c'est à l'autre bout du monde. On prend un point sur un globe, on prend l'opposé, c'est l'Australie. On a un pays qui fait quand même la taille de l'Europe, de Paris à Moscou, ce qui est vraiment immense. Ça reste encore la 15e destination en termes d'expatriation pour les Français dans le monde entier. Et sur ces plages de rêve, voici la dernière arrivée. Cette jeune gymnaste avec son petit ami. Florent et Caroline organisent des sessions de gymnastique et de pole dance tous les jours sur ce bord de mer. En quelques mois, ils ont déjà acquis une quinzaine de clients français. Je l'ai vu à la plage en fait, faire ces mouvements et j'étais fascinée. Il faut vraiment avoir une bonne poigne pour pouvoir déjà tenir la pole et pouvoir se lifter et être bien gainé. Yes. Super, mais c'est génial là. Parcours, barre de traction en plein air, l'environnement de travail qui leur manquait tant en France pour vivre leur passion. Pour nous, en tant que coach, c'est génial parce qu'on peut utiliser ces parcs gratuitement et on peut venir ici s'entraîner aussi et du coup avoir de la visibilité et les gens vont venir nous contacter. Et c'est vraiment un super moyen de travailler. Pour l'instant, ils facturent ces cours à 20 € de l'heure. C'est la fourchette basse à Sydney. Ils arrivent déjà à en vivre, mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Voir derrière nous, c'est magnifique. Donc on est bien ici, quoi. Pour le moment, ça ne fera pas plaisir à la famille, mais pour le moment, on reste. Voilà, on est bien. Dernière acrobatie face à la mer. Pour ces amoureux de Sydney, l'aventure ne fait que commencer.
Très belle image. Arnaud, les Français sont décidément très attirés par ce pays et ils posent volontiers leurs valises. Oui, et il y a une augmentation incroyable, plus 28% du nombre de Français en l'espace de 13 ans. Vous l'avez entendu dans le sujet, entre 70 000 et 100 000 y ont posé leurs valises ou leur sac à dos. Si bien que c'est une communauté d'expatriés qui est très importante et le pourcentage est tellement élevé que lorsque quelque chose ne va pas en Australie, on l'attribue souvent à tort aux Français. Par exemple, le vol à l'étalage, on appelle ça du French shopping. L'Australie, 24 millions d'habitants, a toujours été une terre d'immigration et puis une économie qui se porte très bien et c'est pour ça que ça attire aussi beaucoup. Un chômage qui est à 5%, une croissance ininterrompue et puis vous l'avez vu dans le sujet, un cadre exceptionnel, agréable, décontracté, professionnel, comme à Télématin. Exactement. Vu d'ici, l'Australie a le désert d'Eldorado. Est-ce que c'est le pays des gens heureux? Le pays des gens heureux. Est-ce que vous confirmez? Eh bien oui, dans le classement du bonheur, l'Australie est à la 9e place. La France, 23e sur 157 pays. C'est pas mal et c'est plutôt un bon signe, mais le coût de la vie, par exemple, est beaucoup plus élevé en Australie qu'en France. Un pass de métro pour un mois, par exemple, c'est 100 €, alors qu'en France, c'est 75 €. Et puis les autorités australiennes sont de plus en plus restrictives en matière d'immigration. En tout cas, elles demandent de plus en plus de qualifications. Mais il y a une parade à cela, ce sont les visas travail-vacances. Et là, il y a beaucoup de Français qui en profitent. C'est en général pour 1 an, voire 2. Une moyenne d'âge de 36 ans, 35. On l'a juste passé, vous et moi. Et c'est surtout pour faire des petits boulots que les Australiens ne font plus, c'est-à-dire des travaux des champs, travailler dans les bars, dans les hôtels. Mais en gros, l'Australie, ça peut aussi être un petit peu le Far West, ou plutôt le Far East. Chacun y a sa chance, mais c'est un petit peu aussi du chacun pour soi. Merci beaucoup Arnaud. Vous m'avez convaincu, je prends un avion, j'arrive demain. Vous m'attendez ? Allez, on y va. Merci beaucoup. Allez, changement de cap, direction le Népal. Bonjour Nicolas. Les pays asiatiques fascinent beaucoup nos compatriotes. Et ce matin, vous nous emmenez à la rencontre d'un Français qui a tout quitté pour ouvrir une crêperie à Katmandou. Il ne serait pas un peu breton par hasard, ce gars-là ? Oui, bonjour Damien. Alors son nom complet, c'est Tanguy Malibert Lecoumph. Alors oui, effectivement, je peux vous le confirmer avec un nom comme ça. Il est bel et bien breton et en plus, autre indice, vous le disiez, il est dorénavant à la tête d'une crêperie bretonne à Katmandou, au Népal. Alors son histoire, c'est l'histoire d'un pari, gagnant. Tanguy est allé une première fois au Népal pour rendre visite à sa mère qui habitait là-bas à Katmandou. Elle avait même ouvert un orphelinat et il est littéralement tombé amoureux du pays. Comme on dit, il est ensuite retourné en France, à Paris, et il n'avait qu'une seule chose en tête, repartir le plus vite possible au Népal. C'est ce qu'il a fait et en plus, derrière tout ça, bien sûr, il y a une histoire d'amour. Regardez ce reportage, il est signé Mathis Lescan et Martin Lavielle. Les rues de Katmandou lui sont devenues familières. 5 ans que Tanguy Malibert Lecoumph traverse chaque matin la capitale népalaise. Le moment où tu décides de rester quelque part, c'est parce que tu as trouvé quelque chose qui te correspond et peut-être que sans le savoir, tu cherchais. C'est chaud dans ce pays. C'est en 2014 que cet ancien réalisateur de documentaires découvre le Népal. Il décide de tout quitter pour s'y installer. Au milieu des temples et des drapeaux traditionnels, il a fait se nicher un coq et une crêperie, la seule de Katmandou. Une idée puisée dans ses origines bretonnes, son pari, marier le Népal et la France dans les assiettes. Alors ça, c'est celle qu'on a appelée la spéciale Kukurika. C'est vraiment le mariage franco-népalais, breton-népalais, où en fait, oui, la galette, elle est bretonne, bien sûr, mais à l'intérieur, c'est un poulet masala, très relevé, assez épicé. Bon, comme on dit, s'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de galette. Des recettes inédites qui rencontrent un grand succès auprès des Népalais. C'est bon. Le goût est un peu unique. Je n'avais jamais goûté de galette.
Je voulais tester. Même si ces crêpes rappellent l'Hexagone, Tanguy, lui, s'est complètement imprégné de la culture népalaise, jusqu'à en apprendre sa langue. Dans ce marché typique de Katmandou, où la négociation est de mise, le breton retrouve des sensations qu'il avait oubliées en France. Cette vie, ces couleurs, ces odeurs d'encens, d'épices, tout ça, c'est vrai que ça m'a pris tout de suite. Le Népal, une fois que tu mets le doigt dedans, t'es foutu. Ou tu adores ou tu détestes, je pense. En fait, il n'y a pas de demi-mesure ici, quoi. Lui a adoré, et les vendeurs locaux sont conquis par le personnage. Oui, il vient très souvent. Il est très chaleureux et surtout, il nous achète énormément d'épices. C'est un très bon client pour nous. Tanguy a également fondé une famille au Népal. Avec Diksha, sa femme, il rend aujourd'hui visite à sa belle famille. Le couple jongle en permanence entre les deux cultures. Nous partageons beaucoup de choses et c'est génial. Évidemment, nous avons des différences culturelles, mais nous les mettons de côté et nous avançons. Et même pour le prénom de leur fille, Loesa, tout est histoire d'équilibre. Loesa, c'est breton. C'est Louise en breton. Donc, mais comme tous les prénoms féminins népalais finissent en A, Diksha, Bimala, c'était un peu le compromis. Tu parlais de compromis. J'ai quand même un peu gagné sur ce coup-là. Désormais installé, Tanguy veut se tourner vers un nouveau projet, l'écriture d'un livre sur son quartier et son Népal qui lui est si cher. Nicolas, on le voit dans le reportage, Tanguy est particulièrement attaché au Népal. Il est venu comment, le déclic ? Eh bien, le déclic, il est venu en avril 2015. Souvenez-vous, à l'époque, le pays est frappé par un terrible tremblement de terre. Il y a près de 10 000 morts et le pays est en grande partie détruit. Ce jour-là, Tanguy était là. Il était au Népal, il était à Katmandou. Il se trouvait dans l'orphelinat tenu par sa mère et il a vu les murs se fissurer, le quartier s'effondrer en partie. Et contrairement aux consignes de l'ambassade de France, il va refuser de quitter le Népal. Il va rester là, il va participer à la reconstruction du pays. Et c'est ce jour-là, à ce moment précis, qu'il a su qu'il voulait rester au Népal définitivement et non plus être uniquement de passage. On imagine que Tanguy n'est pas le seul Français à Katmandou. Il y a une petite diaspora, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, bien sûr, la France et le Népal ont de très bonnes relations. Il y a énormément de touristes français d'ailleurs qui vont visiter le Népal chaque année. Et Tanguy n'est pas le seul à s'y être installé. Il y a une diaspora, environ, disons, 300 Français expatriés qui vivent là-bas de manière permanente. Et parmi ces expatriés, il y a des personnalités et des projets plutôt étonnants. Et la plupart du temps, ils ont des projets qui sont liés à la gastronomie française. On l'a vu avec ces crêpes, mais il y a également un autre Français que nous avions rencontré. Lui, il est diplômé d'une école de commerce et il s'est installé au Népal pour faire du fromage à partir du lait de yak. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, la saison prochaine. Bon, on pourrait peut-être même jumeler les deux, une crêpe avec du fromage au lait de yak, à mon avis, ça ne doit pas être mauvais. Hein. Merci beaucoup, Nicolas. Absolument. À goûter. Allez, on s'envole pour le Liban, dans la plaine de la Bekaa, où 2 Français ont posé leurs valises pour la bonne cause, aider les paysans syriens les plus démunis. Bonjour Sylvain, comment est né le projet de ces jeunes gens ? On peut dire que c'est une histoire assez incroyable. Bonjour. En effet, Zoé et Ferdinand sont frères et sœurs. Et à la fin de leurs études, ils se sont lancés dans un projet assez fou, celui de faire le tour du monde à vélo. Cela devait se terminer en Nouvelle-Calédonie, mais au bout de 3 mois, ils se sont arrêtés dans la vallée de la Bekaa, au Liban, parce qu'ils ont rencontré des paysans syriens touchés par la guerre. Ces paysans avaient tout perdu, leurs terres comme leurs semences, et les 2 Français ont décidé de se lancer dans la création d'une banque de graines pour leur permettre de relancer leur culture et aussi sauvegarder ce patrimoine menacé par la guerre. Veuillez découvrir ce reportage réalisé par Sophie Guignon et Miyuki Drose. C'est dans la plaine fertile de la Bekaa, sur ces 2 hectares de terrain, que Zoé et Ferdinand Beau ont décidé de poser leurs valises. Ils y ont fondé une ferme bio pour cultiver des légumes
et reproduire des semences paysannes locales menacées de disparition à cause de la guerre en Syrie. Les poireaux en fleurs, on les laisse grandir jusqu'à ce qu'ils donnent leurs fleurs. Donc ils donnent leurs graines et ensuite ils meurent. Ça, c'est le cycle des légumes. Chaque variété est unique et donc doit être préservée. Si elle n'est pas cultivée, elle disparaît complètement. Tu ne peux pas la recréer. Les jeunes agriculteurs conservent précieusement les semences de 350 espèces dans cette bibliothèque de graines. Il y a quand même plus d'une trentaine de variétés de tomates qui viennent de la région, donc plutôt Méditerranée. Un rôle de protection de la biodiversité auquel cette diplômée en sociologie n'était pas destinée. Nous, on a grandi en banlieue de Paris, du coup, pas trop de jardin. La seule expérience dont je pourrais me souvenir, c'est peut-être ma grand-mère qui adore les fleurs. Mais j'aurais pas pensé devenir une paysanne qui vende ses légumes et ses petites courgettes, et voilà. Ingénieur agronome, Ferdinand n'imaginait pas non plus que leur tour du monde à vélo s'interromprait dès le Liban. Il a pris de la rouille quand même depuis tout ce temps-là. On a fait plusieurs milliers de kilomètres ensemble. Parce qu'on est venu de la France, on a fait un voyage de 3 mois avec Zoé. Quand on est arrivé ici, on n'avait rien. On avait nos sacs, nos tentes et tout. C'est vrai que depuis, on a amassé un peu, on a construit pas mal de trucs. Le programme alimentaire mondial fait même venir à la ferme des Libanais et des réfugiés syriens pour des formations. Comment ça va depuis la dernière fois? Fada a dû quitter Raqqa lorsque le groupe État islamique s'est emparé de sa ville. C'était la guerre. Je me suis enfuie avec mes enfants et j'ai tout laissé derrière moi. À l'époque, on possédait beaucoup de graines, du blé, des légumes. On a tout perdu. Depuis 5 ans, ces paysans syriens vivent dans un camp de réfugiés. Ici, ils reçoivent des graines et des conseils pour faire fructifier un potager. L'objectif, c'est de s'offrir les moyens de se nourrir soi-même grâce à son jardin. Par exemple, pour les réfugiés, dans une situation où tu vis dans une petite tente, où tu ne possèdes pas grand-chose, un petit apport peut réaliser un vrai changement de la situation. Aujourd'hui, l'exploitation fait vivre 13 personnes. 2 fois par semaine, sur les marchés de Beyrouth, Zoé et Ferdinand vendent leurs légumes et leurs graines. Un moyen de sauvegarder des semences en danger. Ils s'apprêtent à vivre leur 4e saison au Liban. Merci beaucoup Sylvain et bravo à eux. Allez, nouvelle vie, nouveau pays, direction le Brésil qui attire de plus en plus de Français et on les comprend. Bonjour Fanny, les décors de cartes postales ne manquent pas dans la région et il y en a un en particulier que vous souhaitiez nous faire découvrir. Attention les yeux. Bonjour, je vous emmène dans les Lençóis Maranhenses, littéralement les draps de l'état du Maranhão au nord du Brésil. Un désert de sable fin, venteux, coincé entre une rivière et l'océan et au milieu un oasis, celui d'Atins, où ont décidé de s'installer de nombreux Français comme Timothée Vidal que nous avons suivi. Il est venu ici pour suivre son rêve. C'est un reportage réalisé avec Valeria Saccone. Coincé au milieu des dunes de sable constellées de lagons bleus, c'est dans ce petit village au bord de l'océan du nord-est brésilien que Timothée Vidal a décidé de poser ses valises, ou plutôt sa planche de kite. On va voir. Ce Bordelais de 36 ans, ancien entrepreneur dans le prêt-à-porter, est tombé amoureux d'une Brésilienne et de sa région il y a quelques années. Passionné de kitesurf, il a eu le coup de foudre pour Atins et sa baie. Ce que j'ai eu ici, c'est qu'il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de samedi. Donc je choisis un peu de mon temps en fait. Alors le résultat, c'est que je bosse beaucoup plus, mais de temps en temps, je prends des lundis pour faire du kite. Et ça c'est le paradis, ouais. Quand on veut du soleil, du vent, de la mer, Atins, c'est le paradis pour ça, c'est clair. Vivre au rythme des marées et du vent. Rares sont les étrangers comme Timothée qui ont réussi à s'intégrer aussi bien à la vie de ce petit village de pêcheurs. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, super, c'est magnifique.
Mais ce qui fait vivre le plus Athins, c'est le tourisme en quête d'authenticité. Et Timothée l'a bien compris. On va aller voir ça. Depuis plus de 3 mois, son jardin est en chantier. Vous installez les tubes de fer ici pour pouvoir fermer? Il a prévu d'y ouvrir d'ici Noël un petit hôtel de charme 100% écologique. C'est la construction principale. On est en train de faire un appartement et 4 chambres ici. C'est le système le plus simple et ça filtre les eaux grises, donc pas les toilettes, uniquement les robinets. On appelle ça un cercle de banane. Car la lagune d'Athins est fragile, aussi protégée qu'elle est difficile d'accès. Il faut des heures de voiture et de bateau. Alors pour l'avancée de ces travaux... C'est le gravillon pour faire du béton armé. C'est ce qui est le plus lourd, donc en tracteur c'est pas possible. On est obligé de le faire en bateau. Et du coup c'est venu avec des chars à bœuf, ouais. C'est assez classique. Avec des associés français, il a même décidé de monter une boulangerie dans cette petite maison au milieu des palmiers. Ça marche. C'est cliché, hein, mais j'aime bien le pain. Et le pain me manque, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du pain. Et les crêpes de tapioca, j'adore. Mais j'ai besoin de pain de temps en temps, donc... Voilà, on veut du pain, on monte une boulangerie. C'est comme ça que ça se passe ici. Un paradis qui se mérite. Mais quand viennent les vacances scolaires, il devient le meilleur terrain de jeu pour ses 2 enfants. Ici, il n'y a presque pas Internet, ni la télé. Mais Athins ne manque pas d'activité. Eh ouais, c'est le boulot de papa. Timothée a déjà prévu d'acheter un autre terrain pour y construire une nouvelle maison. Le Bordelais n'est pas prêt de quitter son paradis nord-est. C'est vrai que le boulot de papa, il est sympa. Hein. Fanny, est-ce que le rêve brésilien est si accessible que ça? J'imagine que ça demande beaucoup de préparation. Eh oui, le Brésil est un rêve qui peut vite virer au cauchemar si on n'y est pas bien préparé. Je peux vous le dire d'expérience, cela fait 5 ans qu'on y habite. Et une fois passés les mirages des premières semaines, eh bien, on se rend vite compte qu'il faut affronter l'administration brésilienne, obtenir un visa, un droit de travail pour les entrepreneurs, obtenir un droit de construire un hôtel, un restaurant. Timothée Vidal a dû passer par toutes ces étapes et il a dû s'armer de patience. Voilà, c'est sans doute ça le secret au Brésil, apprendre la patience et sans doute à faire aussi de très bonnes caipirinhas. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français installés au Brésil comme Timothée ? Eh oui, la communauté française est assez importante au Brésil. Hein. Nous sommes plus de 30 000 résidents sur tout le territoire. C'est une des communautés les plus importantes d'Europe au Brésil. Alors évidemment, la majorité habite à São Paulo, la capitale économique. Ce sont des expatriés qui en général viennent vivre ici 1, 2, 3 ans. Mais pour le reste, eh bien, bizarrement, ils choisissent souvent des endroits paradisiaques tout au long de la côte brésilienne, de Rio jusqu'ici à Athins, la ville du vent, comme vous pouvez l'entendre, comme Timothée Vidal qui est en train de construire son hôtel et son restaurant. Comme vous l'avez vu, eh bien, la plupart de la communauté française, la grande majorité de la communauté française au Brésil se lance dans l'hôtellerie, la restauration. Il faut dire que nous sommes devenus rois en la matière. Ça donne des envies d'évasion, tout ça. Alors j'ai promis à Arnaud Miguel d'aller en Australie, mais promis après, je viens vous rejoindre au Brésil. Merci beaucoup Fanny et à très bientôt. Madame, monsieur, le périple touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour ces reportages qui donnent la bougeotte. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce tout dernier numéro de la saison. Mais croyez-moi, on vous réserve plein de belles surprises dès la rentrée.